un acte 2, simplement pour présenter très rapidement. Cette année, les travaux de certification qui sont l'objet de cette présentation, je les ai organisés un peu différemment. En juillet, j'ai choisi 2 sujets qui me semblaient être des sujets à la fois d'actualité et de prospective, parce que les règles de droit sont posées, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on les fait évoluer, comment elles sont appliquées, comment elles sont délivrées. Et parfois, ça prend des années, notamment lorsque les lois changent quelque chose de sociétal ou de culturel. On parlait des lois quotas. En tant que chercheur, j'ai remarqué que sur tous les sujets que je travaillais, quand une directive européenne était intervenue, ou une loi, il fallait à peu près 10 ans d'implémentation dans la culture, dans la politique, dans la société. On a donc choisi 2 sujets qui sont intrinsèquement liés, ce qui veut dire qu'on en a ôté d'autres, et ça sera pour la promo 15. Je vous rassure, j'en ai beaucoup en magasin. La question du partage de la valeur. Alors pourquoi? Parce que c'est un sujet essentiel dans les entreprises, essentiellement les entreprises cotées. C'est un sujet qui avait une actualité particulière, on va dire, depuis 3 ans, parce qu'il y a eu l'incident Covid avec le questionnement, l'interpellation, parfois les récriminations sur dividende, pas dividende, baisse de rémunération. Après, on est revenu à une situation dite normale. Qu'est-ce que la normale? Je ne sais pas. Et puis la crise en Ukraine qui a de nouveau déstabilisé à d'autres niveaux les choses. Une interpellation de la société sur ce qu'est une rémunération acceptable. Certains fonds d'investissement, pas des ultra-logistes, ont utilisé le mot de décence des rémunérations. La loi Pacte a créé de la transparence, donc a permis effectivement de documenter plus facilement ces questions. Donc on a une première équipe qui va travailler, donc qui a beaucoup travaillé depuis juillet, sur ces questions de partage de la valeur, une fois qu'elle est créée. On n'a pas tout traité, on a choisi la question du dividende, la question évidemment de la rémunération des dirigeants, et puis la question qui monte, et heureusement, en France et en Europe, au niveau de l'Union européenne, et sans doute dans vos pays, ça c'est un sujet que je n'ai pas documenté, qui est l'intéressement des salariés. Et quand on a ces jours-ci, mais je ne l'avais pas prévu parce que je ne suis pas Madame Irmel de cristal, des balances de salaire et ce qu'on a vu, et bien je me dis que c'est quand même un sujet un peu hot. Et le deuxième sujet, qui est là encore un sujet nouveau, pas nouveau d'il y a 6 mois, mais très nouveau dans la gouvernance d'entreprise et la stratégie d'entreprise, c'est ce que la loi Pacte a initié comme dynamique sur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est que son objet social, qu'est-ce que c'est que son rôle, avec une mini-interpellation qui va devenir vraisemblablement de plus en plus importante, qui est la question de la raison d'être. Comment est-ce qu'on va exprimer ce qu'est l'objet social, ce qu'est la mission d'entreprise, comment est-ce qu'on va mettre les moyens en face. Et donc le deuxième groupe a choisi l'interpellation sur RSE, raison d'être, et un tout petit bout d'entreprise à mission. Voilà. Alors je vais proposer au groupe qui a travaillé sur le juste partage de la valeur, on a trouvé que le mot juste, voilà, équitable, était assez conforme à, on va dire, à ce qu'on a pu partager. Donc, c'est un groupe assez nombreux, même puisqu'on a divisé en 2, mais elles ont essayé de parler à quelques-unes. Alors là, juste, j'essaie de voir si... Donc effectivement, nous allons parler ce soir de quel partage de la valeur, et cette question est vraiment cruciale en ce moment, vu le contexte alarmant que nous connaissons face au changement climatique, face à la crise sanitaire, doublée d'une crise économique avec des pénuries, la guerre en Ukraine avec cette crise géopolitique et également l'inflation. Il serait de bon ton, il me semble en tout cas, pour les entreprises de prévisionner les risques.
prévisionner les risques et potentiellement d'investir également sur des secteurs pour rester concurrentiels. Alors c'est tout le contraire de ce que vous avez pu constater. La France est réputée pour être un pays où les dividendes versés sont les plus élevés. Et l'année 2022 n'a pas dérogé à cette règle. En effet, pour le second trimestre 2022, on constate une augmentation de plus de 32,7% des dividendes versés, ce qui est assez important. Et on voit qu'en Europe également, cela représente plus d'un quart des dividendes. Dans les entreprises du CAC 40, sur les 6 groupes du CAC 40, les 5 plus grands groupes, sur les 6 grands groupes du CAC 40, pardon, ceux qui versent en fait le plus de dividendes et ceux qui versent la plus grande rémunération au PDG, on constate que 5 des grands groupes ont supprimé malheureusement des milliers d'emplois. Cependant, ce constat est à nuancer puisqu'en fait, on constate également que d'autres entreprises ont diminué leur dividende. Les agences et les fonds incitent fortement les entreprises lors des assemblées générales à voter, en tout cas, sur une vision long terme de l'entreprise. On peut citer notamment Proxinvest, qui est une agence française de conseil en vote lors des AG. ERAF, qui est en fait l'établissement français des retraites additionnelles pour la fonction publique. Ircantec, qui est l'institution de retraite complémentaire pour les agents non titulaires et pour les collectivités publiques. Et la Caisse des dépôts et consignations. Et en fait, ils incitent les entreprises à prendre en compte les intérêts des salariés, l'avenir de l'entreprise, sa pérennité, et d'associer de manière équitable les actionnaires et les salariés dans l'entreprise sur le long terme, avec l'intégration également d'indicateurs extra-financiers. Au-delà du dividende, le partage de la valeur est un vrai enjeu sociétal, et il est important, effectivement, peut-être de repenser les choses avec un partage entre les dirigeants, les actionnaires et les salariés. Je vous laisse la parole à Nathalie. Merci. Si on aborde le premier axe que l'on va couvrir, qui est la rémunération des dirigeants, on va faire un petit récapitulatif de l'évolution du cadre de cette rémunération. À partir de 2013, le code de gouvernement FEP-MEDEF a commencé à prévoir un vote consultatif sur ce sujet des rémunérations. Suite si vous vous rappelez, en 2014-2015, l'affaire Carlos Ghosn, il y avait une discussion des actionnaires sur sa rémunération et qui a fait passer cette rémunération en force. Le gouvernement s'est saisi de ça et a voté la loi Sapin. Et dans la loi Sapin en 2016, a mis en place un vote contraignant. Donc ça, c'était une des premières étapes, enfin une deuxième étape en fait. Mais ce qui a été vu au bout d'un moment de cette loi Sapin 2, c'est que ça avait éliminé certaines rémunérations qu'on pourrait qualifier d'aberrantes, mais ça n'avait pas forcément remis en perspective le niveau de rémunération. Donc c'est là qu'on revient à la loi Pacte qui a été mise en place en 2019 et qui met en place entre autres un ratio d'équité qui engage les entreprises à communiquer la différence entre le dirigeant et l'ensemble de ses salariés. Donc ce ratio d'équité a donc été mis en 2019 et c'est ce qui définit ces deux axes, ce qu'on appelle le say on pay, que vient de mentionner dans l'introduction. Dans les critères qui ont été retenus pour essayer de garantir l'alignement de l'intérêt des dirigeants avec ceux des actionnaires et des salariés, il y a les critères de transparence. Les critères de transparence, il y a la part fixe, variable et des actions gratuites aussi qui sont distribuées dans le cadre de la rémunération des dirigeants. Et l'inclusion des objectifs ESG dans la part du variable. Donc de plus en plus de prise en compte de ces éléments dans la rémunération du dirigeant avec des ratios entre la part fixe et variable qui peuvent être de 25-75% en moyenne. Si on regarde un rapide tour d'horizon du ratio d'équité, on peut voir des exemples très différents, sachant que la moyenne acceptable est autour de 50. On a Bouygues, et on en reparlera, qui a un très bon résultat avec 38 en France et 23 au siège. BNP Paribas qui est dans la moyenne avec 66 et Stellantis 150.
avoir ce Say on Pay, un des bénéfices a été, donc, avec ces votes d'abord consultatifs et ensuite obligatoires, un moment de fort questionnement en fait, au moment des assemblées générales, et on a vu apparaître plusieurs approches suivant les cas. Donc il y avait d'abord des oppositions. Donc on retrouve Carlos Ghosn en 2016, Sanofi, Stellantis avec cette année un des plus grands exemples avec Carlos Tavares et son paquet de 66 millions. On a aussi observé, grâce à ces votes, dans le cadre de départ, donc là on a pris deux exemples qui sont Ipsos et Orange, une grande, aussi un blocage de ces indemnités de départ. Donc ça va au-delà de la période d'activité du dirigeant, mais ça aussi régule dans le cas de départ. Après, on a cité ici des exemples qui viennent de Fitros, mais ce que ça a aussi permis, c'est beaucoup de questionnements au moment des assemblées générales pour justifier les salaires, les rémunérations et beaucoup plus les expliquer. Donc on revient là sur les critères de transparence. Et il y a beaucoup de questions écrites qui sont fournies. On en a listé quelques-unes, je n'irai pas dans le détail, mais ça a vraiment permis de faire avancer ce sujet qui est quelle répartition de valeur et quelle rémunération pour les dirigeants. Et après la rémunération des dirigeants, se pose la question d'une deuxième partie prenante, que sont les actionnaires, évidemment, et dans quelle mesure le versement des dividendes peut influencer sur l'équité, on va dire, de ce partage de valeur. D'abord, des éléments de contexte. En 2022, on l'a dit, les sociétés du CAC 40 ont augmenté de façon notable leur versement de dividendes à plus 57%. Alors vous pourriez me dire, c'est un juste rattrapage après une année 2021 qui était particulièrement basse. Il n'en demeure pas moins que la valeur absolue est de 80 milliards, ce qui positionne, on l'a dit, on vient de le dire, la France comme le premier pays en Europe, représentant un quart des dividendes versés. Le tout dans un contexte d'abus de rémunération, on vient d'en parler, de crise économique, politique et évidemment sanitaire, mais aussi d'enjeux de baisse de compétitivité et peut-être de pérennité de certaines activités. Du coup, se pose la question du dividende comme levier stratégique pour trois actions. D'abord, une action systémique pour acter en fait une baisse de création de valeur d'une société en difficulté. On verra un exemple. Un deuxième levier plus stratégique pour investir et pérenniser sa compétitivité. On verra également un exemple pour illustrer ce propos. Et le troisième levier, qui est plus de protection et de stratégie à moyen terme, pour des sociétés qui anticipent de façon plus proactive un avenir parfois incertain. Donc, en premier exemple, on a voulu illustrer la baisse de création de valeur avec typiquement la baisse du versement de dividendes de Danone, qui a connu une baisse d'activité dans un contexte, comme vous comprenez, assez difficile, avec des résultats négatifs en 2021 par rapport à l'année précédente, et donc un dividende qui a baissé de 7,6%. Donc c'est tout à fait en parallèle de la baisse d'activité, ça paraît finalement une logique pour montrer aux actionnaires qu'on accompagne ce moment difficile. Pour autant, il y a une certaine confiance dans le retour à la norme, puisqu'on voit que le taux de distribution des dividendes a été assez large, à hauteur de 58%. Il est intéressant de noter aussi qu'une partie des dividendes proviennent d'un périmètre qui n'est pas ISO, avec finalement des cessions d'activité ou des récupérations de dividendes d'activités autres. Donc finalement, on accompagne cette difficulté de la croissance, mais de façon un tout petit peu biaisée. Deuxième exemple, Unibail-Rodamco-Westfield. Donc vous avez un exemple en face de CNIT avec un centre commercial. Donc les centres commerciaux, lorsqu'ils sont fermés en cas de crise de Covid, ça pose évidemment un problème. Une année très difficile, et encore une fois, là on est sur 2021, 2020 a dû être encore plus dramatique, à moins 1,5%, et des loyers nets qui ont continué de baisser. Et évidemment, c'est l'impact direct de la crise de la Covid. Ici, on a une société qui a eu une stratégie finalement à moyen terme et qui, dès 2020, suspend les versements de dividendes pendant 3 années d'affilée. Donc une déclaration très forte de la gouvernance. Pas de versement de dividendes en 2020, 2021 et 2022. Cette mesure a été annoncée dès 2021, elle a été reconfirmée en 2022 dans un objectif très clair, finalement, de protection du moyen terme et de la trésorerie. Il n'en demeure pas moins qu'à fin décembre, il y avait 11 milliards d'euros en cash et en facilité qui permettent probablement d'aborder l'avenir de façon un petit peu plus sécure, mais encore une fois dans un contexte économique assez incertain. Pour autant, la question a été posée à l'AG 2022 et la réponse est assez intéressante. Réponse du directeur général, le groupe suivra les 4 parties du plan de désendettement,
dont la suspension du versement de dividendes fait partie. Donc aussi une capacité de la gouvernance à garder un point de vue extrêmement ferme pour accompagner ce contexte assez incertain. Et donc, quelque part, une redistribution un petit peu plus juste du partage de la valeur, de façon à ne pas mettre à risque la société à travers ses actionnaires. Troisième et dernier exemple qu'on a trouvé très intéressant, dans quelle mesure une société utilise le versement de dividendes pour investir dans la R&D et garder sa compétitivité. C'est le cas de Dassault Systèmes, avec un dividende qui a été réduit d'un tiers, enfin des 2 tiers, pardon, un vote qui a été validé très aisément, des rémunérations par ailleurs, comme par hasard, qui ont été votées sans aucune main levée contre, un exercice pourtant en croissance, donc ça montre aussi cette capacité à finalement anticiper et justement vouloir redistribuer de façon un petit peu plus équitable cette valeur. Et en plus, ça s'accompagne d'un changement de gouvernance totalement fluide, avec une nouvelle présidence actée pour janvier 2023. Le tout dans une démarche finalement de développement durable extrêmement affirmée. Bernard Charles, le futur président, déclare réinvestir et avoir confiance dans la technologie de ce qu'il a appelé les jumeaux numériques. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie qui va permettre de réduire de façon significative les émissions de CO2 et donc un levier considérable sur ce qui est l'essence même de la société Dassault, à savoir les infrastructures et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme par hasard, cette société qui, quelque part pour nous, est le meilleur exemple de l'utilisation du versement des dividendes comme un levier de juste partage de la valeur, a mis en place, quasiment au même moment, sa première offre internationale d'actionnariat de salariés, qui a reçu un écho extrêmement positif avec 55% des salariés éligibles, ce qui évidemment nous amène, après la rémunération des dirigeants puis des actionnaires, à la troisième partie prenante extrêmement importante dans notre exposé, à savoir l'actionnariat salarié. Je passe la parole à Marie-Elisabeth. Merci. Donc, nous avons parlé du partage de la valeur au niveau entreprise, au niveau rémunération des dirigeants et au niveau de l'actionnaire. Maintenant, on va se focaliser effectivement sur le salarié et une notion qui apparaît de plus en plus, la notion de dividende salarié. Alors, quand on parle de dividende salarié, on entend le dividende, donc on entend actionnariat salarié. Donc, effectivement, l'actionnariat salarié s'est vraiment développé dans une logique de passage d'une notion de performance pour les dirigeants et les cadres supérieurs vers un actionnariat pour tous. Effectivement, l'exemple de Dassault en est un, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu énormément de plans d'actionnariat salarié qui ont été définis en 2022. Par exemple, le groupe Kering avec son premier plan d'actionnariat salarié, mais aussi L'Oréal qui en était déjà son 3e. Et la Société Générale, alors ce n'est pas un plan d'actionnariat salarié, mais c'était une augmentation de capital réservée aux salariés. Donc tous ces éléments, c'est un élargissement de l'actionnariat vers les salariés et les salariés avec une logique pour tous, pas uniquement les cadres et les dirigeants. Alors, au-delà du partage de la valeur, l'idée c'est aussi une source de motivation, une source d'attraction et de rétention effectivement des salariés au niveau des différents groupes. Et derrière, il y a aussi une volonté qui est un peu au-delà effectivement de l'entreprise, qui est d'aider, en particulier en France, cette notion d'actionnariat, qui est l'actionnariat individuel, qui pêche. La France est un des pays qui a le moins d'actionnariat individuel. Et l'idée de mettre les salariés à contribution à travers l'actionnariat pour tous, et l'actionnariat salarié étant moins risqué grâce à des décotes, etc., fait qu'on a une possibilité d'augmenter la culture, on va dire, financière boursière au niveau français. Sur ce point, je vous engage à lire le livre blanc Développement l'actionnariat pour tous et pour toutes, et de regarder une étude qui est assez amusante de Viviane sur les étudiants des SEC, donc leur vision de la bourse et leur vision de la partie financière avant et après en fait des cours. Alors, on parle d'actionnariat salarié, mais en fait, dans le partage de la valeur, il y a des outils qui existent et qui existent depuis très longtemps, qui sont en fait la participation et l'intéressement. Participation en 1959, l'intéressement en 1967. Ces deux outils, dès le départ, ça avait pour volonté de réconcilier les salariés et le capital. Ça a été toujours l'idée de ces outils.
Et aussi, au-delà de ça, d'avoir une incitation vers l'épargne salariale et de plus en plus vers une épargne salariale, on va dire, de finances durables, avec les fonds ISR et les fonds solidaires. Et cette partie-là est vraiment quelque chose qui s'est développé de manière assez forte, puisqu'on peut constater au niveau des chiffres que l'augmentation en fait, de cette épargne salariale vers les fonds ISR et vers les fonds solidaires a une croissance plus élevée, et qu'aujourd'hui, 1 euro sur 3 est déposé sur ces fonds-là, hors actionnariat salarié. Donc c'est vraiment une incitation très forte vers la finance durable. Donc ces éléments-là font que ces outils, bien développés en France, ont encore des éléments qui sont, on va dire, sectoriels et qui sont différents entre une grande entreprise, une PME, une TPE, et qui ont encore des possibilités de développer ces outils de manière assez forte au-delà des grandes entreprises, vers les PME, vers les TPE, avec des outils de simplification, on va dire, et aussi comme ça, de promouvoir l'épargne salariale vers la finance durable, puisque c'est un point très fort des fonds, des FCPE, c'est cette notion de développement sur des fonds ISR et solidaires. Donc si on regarde le partage de la valeur, excusez-moi, vous avez une notion historique de ce partage de la valeur entre l'entreprise, donc assurer sa pérennité, le dirigeant assurer sa motivation, les actionnaires c'est récompenser le risque, et les salariés c'est attirer et retenir. Donc ça c'est des notions qui sont en fait historiques au niveau du partage de la valeur, qui existent depuis toujours. Et on voit que de plus en plus la société entre en ligne de compte dans ce partage de la valeur, et chaque partie prenante va en fait prendre une part de cet impact société, de cet impact sociétal. L'entreprise, ça va être dans des notions d'investissement pour sa transition, son changement de modèle. Le dirigeant, c'est sa rémunération, on l'a vu, sur les critères extra-financiers et effectivement la notion de salaire décent. Les actionnaires, c'est des choix qui vont être différents et qui vont être des engagements et des votes lors des AG. Et évidemment, les salariés, c'est des choix sur la finance durable vers des fonds ISR ou des fonds solidaires. Alors en France, on a tendance à être pessimiste, et nous, on a voulu terminer avec une note très optimiste. Il y en a qui le font déjà, au sein du CAC 40, et on espère qu'il y en a encore plus qui vont le faire. Et on a souhaité mettre en lumière l'exemple de Bouygues. Tout d'abord, il y a une scission des responsabilités entre le conseil d'administration, la présidence du conseil d'administration et la direction opérationnelle en 2021. L'actionnariat salarié existe et depuis longtemps, il fait partie du pacte originel social de l'entreprise. Et Francis Bouygues disait lui-même, l'entreprise d'avant tout une aventure humaine, pour motiver ses collaborateurs, il est décisif de partager avec eux une partie de la valeur créée. Donc ce plan d'actionnariat salarial existe depuis 1969. Et lorsque Martin Bouygues prend la succession, dès sa nomination, il travaille sur l'accélération de cet actionnariat salarié qui passe de 3 à 19% aujourd'hui. Donc ça permet de positionner Bouygues comme un précurseur en matière d'actionnariat salarié. C'est la première entreprise du CAC 40 pour l'importance de cet actionnariat. Les collaborateurs représentent de ce fait le deuxième actionnaire avec près de 26% des voix. Et surtout, ils ont accéléré l'investissement dans les fonds solidaires et ISR avec 7 véhicules différents. Et on voit dans ce petit tableau récapitulatif qu'il y a un versement de dividendes, tant mieux, et si la société va bien et qu'elle peut en verser, on est tous ravis. Il y a un ratio d'équité, on l'a cité tout à l'heure, qui est assez exemplaire en deçà de la moyenne de 50. Il y a une rémunération du dirigeant qui, somme toute, est alignée avec la moyenne et n'est pas du tout dans le hors norme et les abus qu'on a pu citer précédemment. Un intéressement salarié qui est exemplaire puisqu'il correspond à 90% des salariés. Et surtout, cette accélération qu'on souhaitait mettre en avant sur de l'investissement sur des fonds solidaires. Donc un exemple parmi tant d'autres, et on espère qu'il y en aura beaucoup plus en 2023. Alors on va faire un petit jeu, juste pour finir. Vous avez 2 phrases ici, qui correspondent en fait à 2 citations. Je vais vous demander d'essayer de me trouver qui a dit ces citations. Donc premièrement, maximiser le profit et l'unique raison d'être d'une entreprise. On a un micro à disposition pour celles qui veulent tenter ou ceux qui veulent tenter leur chance. Oui. Prima ? Non, c'est beaucoup plus récent. Hein. C'est un CEO, enfin un ancien. Warren Buffett.
Exilé. Carlos Ghosn. Deuxième phrase. La Terre est désormais notre seul actionnaire. Oui, bravo. Bravo. Voilà, donc 2 visions et on va finir dessus.